Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Observe-Actu TV pour notre émission spéciale Autopsie du racisme médical et structurel. Le 26 décembre 2024, un député de la République partageait sur les réseaux sociaux une carte du quotient intellectuel mondial condamnant l'Afrique subsaharienne à une infériorité biologique teintée de rouge. On a cru un dérapage, c'était en réalité une archive, celle d'un racisme scientifique que l'on pensait enterré sous les décombres du XXe siècle, mais qui irrigue à nouveau nos algorithmes, nos discours politiques et plus insidieusement nos cabinets médicaux. Pourquoi la science et la médecine, censées être des remparts de l'universalisme, sont-elles historiquement les premiers laboratoires de la hiérarchisation humaine ? Comment la race, cette construction sociale, produit-elle des morts bien réelles dans nos hôpitaux et nos tribunaux ? Pour comprendre ce basculement, nous recevons les deux autrices d'un ouvrage de référence, Le racisme scientifique et médical, du XIXe siècle à nos jours, aux éditions PUF. Delphine Peretti-Curtis, historienne dont les travaux explorent la construction des préjugés coloniaux, et Élodie Edwards-Grossi, sociologue spécialiste des circulations transnationales du racisme et de ses impacts sur la santé mentale. Votre livre est une première en langue française. Il dresse la généalogie d'un mal qui ne dit plus son nom, mais qui continue de prescrire nos vies. Bonjour à toutes les deux et merci infiniment d'être avec nous. Bonjour, merci. Merci. Alors, dans votre ouvrage, vous utilisez l'expression fascinante de zombie science. Ce sont des thèses que l'on croyait mortes, mais qui ressortent de terre, portées par des élus ou des algorithmes. Je pense notamment à Paul Broca, le père de l'anthropologie physique en France, ce chirurgien du XIXe siècle qui, au nom de la science, mesurait les crânes pour tenter de prouver une hiérarchie des intelligences, une méthode qui a longtemps servi de caution à l'entreprise coloniale. Et plus proche de nous, Richard Lille, ce psychologue qui a passé sa vie à dresser des cartes mondiales du QI pour affirmer une infériorité génétique de l'Afrique subsaharienne. C'est la figure de proue du réalisme racial moderne. Il a été l'un des auteurs les plus cités par l'extrême droite mondiale. Son travail consistait à compiler des tests de QI douteux pour créer une hiérarchie raciale. Il a été déchu de ses titres universitaires sur le tard, mais ces cartes, souvent colorées pour marquer l'Afrique en rouge, sont celles que les députés d'extrême droite repartagent aujourd'hui en 2026. Élodie Edwards-Grossi, ce retour du racisme biologique, que ce soit via des cartes de QI sur X ou des biais algorithmiques, est-ce pour vous une simple anomalie réactionnaire ou est-ce le signe que la science n'a jamais réellement fait son propre procès de la période coloniale ? Alors effectivement, c'est une large question. Ce qu'on essaie de montrer dans le livre, c'est effectivement que le retour de formes de racisme biologique ou de formes de réalisme racial, c'est un retour qui s'organise autour d'une certaine systématicité. Effectivement, par exemple, une des systématicités qu'on observe, c'est le fait qu'un certain nombre de citations anachroniques venant d'une forme de science moribonde qui a été parfois battue en brèche d'ailleurs par des biologistes, par des médecins, revient est cité de manière contemporaine. Donc vous citiez par exemple Richard Lille, mais on peut aussi penser à quelqu'un comme John Baker, qui était un auteur des années 1970, qui citait justement cette science moribonde de la fin du 19e siècle, et dont les travaux ont été publiés par Oxford University Press. C'est un exemple qu'on utilise dans le livre pour montrer ces canaux de circulation d'une époque à une autre. Donc en ça, on peut voir effectivement que ces processus finalement ne sont pas seulement des anomalies, mais sont aussi ancrés dans la manière dont les institutions, les universités, mais aussi les maisons d'édition valident en fait une certaine partie de ces résurgences, bien qu'il faut aussi noter avec nuance qu'il y a quand même notamment les chercheurs et chercheuses en sciences sociales qui ne sont pas seulement des sciences molles, mais des sciences à part entière, qui montrent bien toutes les nuances justement et qui attaquent ces résurgences en montrant en fait l'impossibilité de parler de race biologique pour défendre au contraire
la catégorie de race comme une catégorie liée à une construction sociale. Delphine Peretti-Curtis, vous montrez dans l'ouvrage que ces théories de la hiérarchisation étaient à l'époque la science légitime pratiquée par l'élite médicale. En les qualifiant aujourd'hui de pseudo-sciences, ne risque-t-on pas d'effacer la responsabilité des institutions médicales dans la construction même du préjugé racial ? Oui, en effet, nous en parlons dans l'ouvrage, le fait de qualifier aujourd'hui ces sciences comme étant des pseudosciences contribue en fait à dénier en fait l'influence que ces sciences ont pu avoir dans leur temps. Alors, c'était de réelles sciences, des scientifiques, des zoologistes, des naturalistes, des médecins, des anthropologues qui ont créé ces hiérarchies raciales et qui avaient un impact majeur dans leur temps, auprès notamment de cercles politiques qui, eux, diffusaient ces thèses racialistes au sein de leur société, notamment pour légitimer des politiques telles que la politique coloniale dans le cadre de la France, mais aussi de l'Angleterre, de l'Allemagne. Donc, l'on montre également les liens très étroits Est-ce que vous m'entendez ? Il y a eu un petit bug. Il y a une petite coupure. Je vous en prie, reprenez. Oui. D'accord. Donc, j'évoquais le fait qu'il y avait au cours du 19e siècle notamment, des liens très étroits qui se créent entre les scientifiques et les politiques et qu'effectivement, ces sciences étaient des sciences qui avaient un impact majeur dans la société, dans les sociétés européennes, mais également américaines. Passons du microscope au stéthoscope. Votre livre explore comment des croyances que l'on pensait issues d'un autre âge, comme la supposée résistance supérieure à la douleur des personnes noires ou la théorie des peaux plus épaisses, circulent encore dans les couloirs des hôpitaux en 2026. Ce n'est pas seulement une affaire d'opinion, c'est ce que vous appelez une violence épistémique. La science produit elle-même le préjugé qu'elle prétend soigner. Delphine, comment expliquer que des théories formulées dans les plantations esclavagistes du sud des États-Unis ou par des médecins coloniaux en Algérie ou au Sénégal pour justifier l'exploitation des corps continuent aujourd'hui d'influencer le diagnostic médical? Est-on face à une médecine qui, faute d'avoir fait son examen de conscience, soigne encore des catégories plutôt que des individus? Merci pour cette question. Alors, en effet, ce préjugé de la résistance à la douleur, d'une résistance qui serait supérieure pour les personnes identifiées comme noires ou maghrébines au cours du 19e siècle, perdure encore aujourd'hui. Alors, on voit l'apparition effectivement de ce stéréotype au cours de la période esclavagiste, donc dès l'époque moderne, et l'on voit ce stéréotype se renforcer et être accrédité par les sciences médicales au cours du 19e siècle. En fait, les médecins et les anthropologues du 19e siècle vont s'appuyer en grande partie sur des croyances erronées, sur des stéréotypes et des préjugés raciaux développés pendant l'esclavage pour tenter de les entériner par le biais de la science, tenter d'accréditer par le biais de la science, ces stéréotypes. Et effectivement, comme vous l'évoquiez, ces stéréotypes vont se transformer en des savoirs qui vont influencer des pratiques médicales sur le terrain colonial, notamment ce que l'on repère dans les sources, c'est qu'il y a souvent moins d'anesthésiants qui sont administrés aux personnes donc identifiées comme africaines, et il y a de nombreux discours autour de cette supposée résistance extraordinaire à la douleur. Au milieu du XXe siècle, l'on déconstruit l'idée selon laquelle il existerait des races humaines biologiques. Le patrimoine génétique de l'humanité est partagé à plus de 99,9%. Mais malgré tout, malgré cette déconstruction générale des races biologiques, de nombreux stéréotypes racistes qui avaient été validés par les sciences médicales demeurent présents dans les imaginaires, dans un inconscient collectif, parce que, vous l'évoquiez, il n'y a pas eu de déconstruction des stéréotypes un à un. Alors, on ne retrouve peut-être pas certains de ces stéréotypes dans les manuels aujourd'hui, même s'il y a encore dans les manuels de médecine certaines de ces résistances, mais beaucoup de ces résistances, en fait, sont présentes simplement dans les discours, dans la formation, et l'on peut entendre parler de syndrome médical
méditerranéens notamment, lorsque l'on effectue des stages, des formations. Et ça, ce sont des étudiantes en médecine qui nous en ont parlé notamment. Aujourd'hui, il y a beaucoup de témoignages émanant du corps médical lui-même qui évoquent la résistance de ces biais raciaux. Donc, ce qui est intéressant, c'est de voir aussi que les médecins, les soignants eux-mêmes cherchent à déconstruire cette médecine qui est encore victime aujourd'hui de ces nombreux biais raciaux. Élodie, vous évoquez notamment la manière dont on a pathologisé les comportements. On a inventé des maladies comme la drapétomanie au XIXe siècle pour expliquer pourquoi les esclaves s'enfuyaient. Aujourd'hui, ne voit-on pas un glissement similaire dans la manière dont on traite certaines pathologies psychiatriques chez les jeunes des quartiers populaires en les renvoyant systématiquement à leurs origines? Oui, tout à fait. Merci beaucoup pour cette question. Alors, dans le livre, on parle beaucoup de la drapétomatie, qui est effectivement une théorie formulée par le médecin Samuel Cartwright en Louisiane, à l'époque de l'esclavage, dans les années 1850, qui venait qualifier la manière, en fait, dont les esclaves pensés comme dociles venaient à chercher à fuguer, à partir des plantations pour aller vers un avenir meilleur. Et ce comportement spécifique était effectivement pathologisé, était vu comme un comportement non seulement criminalisé, mais surtout qui signifiait en fait un rapport non naturel à ce qui serait en fait leur nature docile. Et donc le médecin justement cherchait à traiter cette pathologie. Et ce qu'on peut voir en fait tout au long du XXe siècle, c'est le retour de ces formes de pathologisation du social. Donc nous, dans le livre, on s'intéresse notamment à partir des années 1960-1970 à la manière dont, en psychiatrie, pour répondre justement à des soulèvements urbains, notamment dans les années 60, un certain nombre de psychiatres vont venir en fait s'intéresser au comportement des jeunes dans les quartiers qui participent à ces soulèvements urbains en essayant de justement comprendre leur comportement non pas comme des réactions en fait à un ordre social raciste, à des discriminations racistes, à également des situations socio-économiques très précarisées, mais au contraire, en fait, à la résultante de comportements qui seraient liés à leurs origines raciales ou bien à leur culture, puisque le terme de culture est aussi utilisé finalement comme une manière de réduire leur comportement à un certain nombre à l'existence d'un groupe culturel imaginé, fantasmé. Et donc, on voit en fait la résurgence, encore une fois, et le passage d'une époque à une autre de ces théories, de la manière de qualifier les comportements. Et on peut voir d'ailleurs aux États-Unis, notamment dans les chiffres que l'on cite dans le livre, le fait qu'une pathologie comme la schizophrénie, qui est une pathologie très invalidante, qui en plus est définie par des manuels de psychiatrie, notamment le DSM, comme une pathologie liée en fait à des troubles d'agressivité, comme étant en fait une pathologie où il y a en fait un certain nombre de surdiagnostics de ces personnes, notamment africaines-américaines aux États-Unis, qui sont à symptômes égaux avec des patients blancs, en fait redirigés ou rediagnostiqués de manière vraiment différentielle par ce label-là. Et donc, on peut voir ici la résurgence finalement à travers les époques de ces stéréotypes d'agressivité, mais aussi d'hyperviolence et la surprésentation de ces représentations justement chez des patients et patientes racisées plus que leurs homologues. Justement, Élodie, est-ce que ce racisme médical n'est pas la forme la plus brutale de ce que Charles Mills appelle l'ignorance blanche, une construction sociale de l'aveuglement qui permet à un soignant de ne pas voir ou de minimiser la souffrance d'un patient noir ou arabe sans même avoir conscience d'être raciste? Un système qui forme des soignants à être aveugles à la souffrance de l'autre. Est-ce que le véritable défi, ce ne serait pas de désapprendre cette ignorance qui est logée au cœur même de nos protocoles scientifiques?
Oui, merci beaucoup pour cette question. Alors effectivement, dans le livre, on parle de production de l'ignorance pour comprendre la manière dont le racisme scientifique et médical est aussi généré par peut-être un manque de déconstruction ou du moins un manque de repositionnement des personnels soignants à réfléchir notamment sur leurs propres pratiques. Mais on parle aussi de la production de l'ignorance comme un phénomène qui finalement est entériné, notamment en France, par l'appareil étatique qui se refuse toujours et encore de procéder à une analyse rigoureuse des rapports sociaux de race. On pense notamment à l'absence en France de statistiques ethno-raciales qui permettraient en fait de comprendre un certain nombre de discriminations, de rapports différentiels, notamment à la santé, le fait que les personnes en fait racisées n'ont pas tout le temps accès à des soins et quels effets en fait sociaux ce manque d'accès par exemple produit sur les corps. Et donc, ce qui est en fait intéressant, c'est que finalement, du fait qu'il y a la production de ces ignorances, en fait, ces différentiels, par exemple, de traitement, sont construits comme des différentiels non pas justement, par exemple, liés à des phénomènes sociaux comme l'accès aux soins, mais sont construits en fait comme des réalités matérielles qui produisent en fait la croyance en la matérialité de la race, c'est-à-dire que des personnes finalement auraient par exemple des diagnostics différents, non pas parce qu'il y a un certain nombre en fait de facteurs sociaux qui expliquent cela, mais parce que dans leur corps il y aurait quelque chose d'inné qui expliquerait pourquoi justement les symptômes seraient par exemple différents. Et donc ces croyances et ces itérations toujours présentes, elles sont nourries par cette production d'ignorance, le fait qu'on ne parle pas dans les instances médicales en fait de ces facteurs sociaux, ou très peu, même s'il y a, on va peut-être en parler, des changements maintenant, heureusement, surtout dans ces dernières décennies, mais c'est le fait qu'il y a ces phénomènes de production d'ignorance qui réitèrent en fait l'effet social de la race. Encore une fois, la race, et il faut le rappeler, n'est pas une catégorie matérielle réelle, comme le disait notamment la sociologue Colette Guillaumin, mais c'est une catégorie qui produit toujours et encore des effets sociaux différenciés et qui, notamment lorsqu'on parle en fait de sciences médicales et de santé, produit la mort, une trajectoire sanitaire différentielle, puisque les discriminations en santé peuvent avoir l'effet également de provoquer ces manques de soins, ces conséquences différentielles très funestes. Delphine, de votre point de vue d'historienne, est-ce que cette ignorance n'est pas justement ce qui a permis à la médecine de ne jamais faire son procès colonial en prétendant rester neutre et universelle ? Oui, alors effectivement, donc on ne sait pas l'intérêt. Alors déjà, on voit toute la difficulté aujourd'hui lorsque l'on parle de privilèges blancs, de blanchité, d'ignorance blanche, la difficulté pour de nombreuses personnes d'écouter, ne serait-ce que ces concepts, de se les approprier. Effectivement, donc c'est une façon de cette ignorance blanche qu'évoquait William Dubois, qu'évoquait Charles Mills. C'est le déni de l'existence du racisme et du privilège des personnes identifiées comme blanches. Et Fanon en parlait, alors pas directement, Frantz Fanon ne parlait pas explicitement de blanchité, mais il parlait notamment de cette construction des catégories, de cet enfermement des individus dans des catégories de couleurs et autour des catégories de couleurs, des places assignées au sein de la société, l'enfermement notamment de l'homme noir dans une situation de subalternité et l'enfermement de l'homme blanc dans une situation de supériorité. Et ce sont ces catégories notamment que les sciences sociale invite à interroger ces catégories, cette forme de privilège assigné à certaines personnes qui tant que ces personnes ne reconnaissent pas en fait la situation de supériorité ou de privilège dans laquelle elles ont été placées, ne pourront pas la déconstruire efficacement. Et effectivement, les médecins se trouvent dans cette situation-là. Toute l'autorité médicale est à questionner parce qu'il y a effectivement autour de cette autorité médicale
médical d'anciennes pratiques en fait qui continuent à être effectuées sans être véritablement questionnées. Alors je le disais tout à l'heure, le corps médical tend aujourd'hui à travailler sur ces questions, mais tous les médecins ne sont pas prêts encore à remettre en question ces anciennes pratiques qui sont encore très présentes. Je parlais du syndrome méditerranéen qui fait des morts encore aujourd'hui. Donc c'est une croyance erronée en l'idée selon laquelle les personnes identifiées comme maghrébines ou identifiées comme étant originaires d'Afrique subsaharienne exagéreraient leur douleur. Et cela conduit en fait à une sous-évaluation de leur souffrance. Et Naomi Muzinga en a été victime notamment en 2017 après un appel au SAMU qui n'a pas été pris en compte. Elle en est morte et il y a de nombreux exemples qui ont été médiatisés depuis le cas de Naomi Muzinga. Alors au-delà du syndrome méditerranéen, ce sont d'autres éléments. Le fait de considérer dans les maternités, par exemple, il y a d'anciens stéréotypes qui sont encore très actifs, comme celui d'une maternité présumée naturelle des femmes identifiées comme noires. Cela conduit au fait de moins les prioriser dans les maternités. Il y a également des enquêtes. Alors, Élodie parlait tout à l'heure du fait qu'il n'existait pas de statistiques ethno-raciales en France, mais donc cela ne permet pas de lutter efficacement contre les discriminations racistes dans le domaine de la santé notamment. Mais dernièrement, des enquêtes ont permis notamment de mettre au jour la persistance de ces biais raciaux en médecine, et c'est notamment Xavier Bobia, par une enquête publiée en 2024, qui met au jour le fait que ces biais raciaux existent notamment dans les urgences, et il montre notamment par l'étude de 1500 soignants et soignantes en France, en Belgique, à Monaco et en Suisse, que pour des symptômes équivalents, des douleurs thoraciques et à âge équivalent, une femme noire sera prise en charge dans 42% des cas en priorité, et un homme blanc dans plus de 63% des cas. Donc sur la base de simples photographies créées par intelligence artificielle, la priorité allait à l'homme blanc. Donc c'est effectivement ce que l'on voit dans cette idée d'ignorance blanche. Je reviens à la question, c'est le fait de ne pas considérer qu'il puisse y avoir un privilège blanc, alors qu'inconsciemment, ces stéréotypes sont encore très présents, et au-delà de stéréotypes, ce sont des actions très concrètes sur le fait de privilégier ou de considérer la douleur de certains de manière plus importante que pour d'autres personnes. Merci. Sortons du cadre purement médical pour regarder la structure. Le racisme, vous le montrez bien toutes les deux, n'est pas qu'une affaire d'opinion individuelle, c'est un système de filtrage. À l'université, dans la police, à l'Assemblée, on assiste à ce que vous décrivez comme une attrition ethno-raciale. Autrement dit, plus on monte dans la hiérarchie du pouvoir, plus les corps racisés disparaissent. Delphine, quand un élu utilise en 2024 une carte du QI du 19e siècle pour justifier une politique migratoire, ne passe-t-on pas du racisme de cabinet de curiosité à un véritable racisme d'État ? Est-ce que l'institution républicaine n'est pas, au fond, restée imprégnée de cette taxinomie coloniale qu'elle n'a jamais officiellement déconstruite ? Alors, en effet, il y a de nombreux points qui permettent de montrer que nous sommes là que la France actuelle a hérité de nombreux cadres mentaux du 19e siècle. Alors, si on s'intéresse à ces études, notamment sur les liens entre QI et race, effectivement, là, ce sont les héritages de cette médecine et de cette anthropologie des races qui visait à mesurer les crânes. C'était donc la craniométrie de Broca qui s'est diffusée dans le monde occidental. Voilà, ce que l'on montre dans l'ouvrage, c'est notamment que l'on sort du cadre français pour montrer qu'il y a eu de nombreuses circulations internationales contribuant en fait à faire de ces théories raciales de véritables savoirs scientifiques qui se sont ensuite vues réappropriées par les politiques. Donc j'en viens à cette
en fait, à ce renforcement en fait de ces savoirs scientifiques, à cette accréditation par le politique. Et par exemple, dans le cadre français, ce sont les partisans de la colonisation, tels que Jules Ferry, que l'on connaît pour avoir été le père de la politique scolaire en France, mais aussi le père de la politique coloniale, qui utilise cette phrase: il y a pour les races supérieures un droit, parce qu'il y a un devoir, celui de civiliser les races inférieures. On est là en 1885, et ce type de discours, réutilisant de manière très explicite les théories scientifiques sur les races et l'idée selon laquelle les groupes humains seraient inégaux, justifie donc une politique coloniale intensive, va justifier le code de l'indigénat qui est mis en place, qui va être généralisé à cette période dans les colonies, et qui justifie donc des traitements inégalitaires de ce que l'on appelle les indigènes, traitement inégalitaire des indigènes vis-à-vis des colonisateurs. Et ce système va se diffuser par le biais de l'éducation dans la société. L'on va enseigner aux jeunes élèves à la fois en France, mais aussi dans les colonies, à comprendre quelle est leur place dans la société, quelle est leur place sur l'échelle humaine même. Donc c'est par le biais de l'éducation, par le biais de la publicité, par le biais de la presse que l'on va pendant plusieurs décennies et même siècles donc enseigner cette idée selon laquelle il y aurait des races, selon laquelle les races existeraient et qu'elles seraient inégales. Lorsque les indépendances lorsque les années 1960 voient le développement des indépendances africaines, après de nombreuses luttes indépendantistes, et parallèlement, donc, on assiste à l'invalidation des races biologiques. Donc, c'est la fin des études sur les races humaines, c'est la fin de la colonisation. Donc, il n'y a plus de véritables études ou même discours sur ces supposées inégalités entre les races humaines. Mais cela perdure, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de déconstruction massive de tous ces stéréotypes raciaux et racistes. Ils vont perdurer, je l'évoquais donc dans le domaine de la médecine, mais ils vont perdurer dans les cercles politiques, ils vont perdurer dans les mentalités, parce que l'on a pendant plus d'un siècle, alors si on remonte à l'esclavage, c'est même pendant plusieurs siècles, l'on a contribué à façonner des imaginaires dans lesquels les races existaient et dans lesquels les humains étaient donc inégaux. L'on a également justifié des pratiques différenciées, pratiques médicales différenciées, mais également des violences policières à l'égard des colonisés, que ce soit dans les colonies, mais également dans le cadre métropolitain. Et donc la fin de la colonisation et l'invalidation des races humaines n'ont pas fait disparaître effectivement à la fois ces préjugés racistes, mais également ces actes discriminatoires. Et on le voit dans la multiplication de violences policières, qui n'ont jamais réellement disparu, mais qui sont peut-être aujourd'hui plus médiatisées, plus visibles, et qui montrent cette forme d'impunité qui perdure aujourd'hui, qui selon moi se place dans cet héritage direct de la colonisation et de violences qui ont été perpétrées pendant la colonisation. Et donc c'est peut-être qu'Élodie poursuivra sur ce point, mais il s'agit là de comprendre, et on l'évoque dans l'ouvrage aussi, qu'il y a des liens très étroits entre un racisme systémique, donc présent à la fois dans un système de pensée, dans des cadres de pensée, mais également dans des pratiques. Et l'on voit effectivement un continuum de violences coloniales perdurer aujourd'hui. Élodie, vous avez co-dirigé l'enquête Acadiscri, qui est la première grande étude sur les discriminations à l'université. On entend souvent dire que l'université est le temple de l'universalisme, mais des chiffres montrent une réalité bien plus sombre, celle d'une attrition, d'une évaporation des profils racisés dès qu'on s'approche des postes de pouvoir. Est-ce que l'université française ne produit pas, elle aussi, sa propre zombie science en excluant ceux qui pourraient déconstruire ces vieux schémas ? Est-ce que ce plafond de verre dont on parle souvent n'est pas en réalité une barrière de couleur ? Comment ce racisme structurel parvient-il à s'auto-justifier aujourd'hui sans jamais dire son nom ? Oui, merci beaucoup pour cette question. Alors effectivement, il est très intéressant de faire des parallèles, notamment entre les sciences médicales, ce dont on vient de parler, c'est-à-dire la surreprésentation aussi de personnel identifié comme blanc, finalement, souvent d'ailleurs aussi des hommes,
dans finalement les sphères décisionnaires, de pouvoir de ces instances médicales et un domaine comme l'université et le monde académique en général. J'aimerais renvoyer d'ailleurs à des contributions qui sont sorties dans la revue Marronnage sur précisément ces questions de domination du champ académique par justement des personnes non racisées et l'attrition effectivement dans les procédures de recrutement lorsqu'on voit lorsqu'on consulte des statistiques sur le sujet qui existe ou des questionnaires sur le sujet, on voit que finalement des personnes racisées, mais aussi des personnes travaillant sur des questions liées aux rapports sociaux de race, en fait, souvent ne sont pas recrutées à l'université dans les sections de sciences sociales et humaines. Ce qui nous a beaucoup intéressé dans le livre, en fait, c'est aussi de voir qu'il y a la circulation de ces théories racistes dans les arcanes scientifiques et médicales qui sont rendues facilitées par des phénomènes de dénégation, voire de dénigrement des travaux justement qui contribuent à théoriser la race comme construction sociale. Donc on le voit tout à l'heure, j'ai pris l'exemple de John Baker, qui était un auteur des années 1970, qui a fait paraître un livre qui s'appelle Race en 1974 chez Oxford University Press, dans lequel il cherchait à faire revivre cette science zombie en citant des auteurs du 19e siècle. Et bien John Baker, lui aussi, défendait à la fois une position d'objectivité scientifique, c'est-à-dire cherchait à définir sa pratique scientifique comme neutre politiquement, même s'il avait un certain nombre de liens également avec des cercles de l'extrême droite en Grande-Bretagne et en Afrique du Sud à l'époque. Mais il était aussi engagé dans un processus de dénigrement des sciences sociales et notamment des anthropologues et de sociologues qui ont cherché à critiquer vivement la sortie de son ouvrage. Et ce qui nous a beaucoup intéressé, c'est de voir qu'en fait, il y a aussi une forme de délégitimation qui frappe toujours encore les travaux sur la race comme construction sociale et sur le racisme structurel et systémique en France. Aujourd'hui, on peut penser notamment aux accusations de wokisme, qui ont quand même été très largement répandues dans les sphères médiatiques et qui ont jeté l'opprobre sur ces vagues de travaux qui pourtant sont publiés dans des revues très sérieuses de sciences sociales, sont relus par les pairs. Et ce qui nous a beaucoup intéressé, c'est finalement de voir finalement que dans la sphère universitaire, il y avait effectivement des personnes qui se lançaient dans ces attaques de leurs collègues, mais également, encore une fois, dans le monde des décisionnaires politiques, les élus notamment qui se sont aussi emparés de cette catégorie pour venir qualifier certains chercheurs et chercheuses d'islamo-gauchistes. Et donc la circulation, ce qu'on essaie de montrer, c'est que la circulation du réalisme racial biologique et encore une fois toutes ces croyances autour de la véracité d'une forme matérielle, biologique de la race, c'est aussi un des dommages collatéraux finalement issus de la production de ces formes d'ignorance autour des rapports sociaux de race aujourd'hui qui dérivent justement de ces phénomènes de délégitimation et de dénégation des recherches en sciences sociales qui permettraient justement aussi de montrer qu'il s'agit d'une construction sociale et non d'une réalité biologique. Voilà. Merci. On voit une métamorphose. Le vieux racisme biologique semble se recycler sous le couvert de la laïcité ou de la neutralité. Est-ce que l'islamophobie actuelle, ce n'est pas tout simplement le nouveau nom propre d'un rejet des corps et des mémoires issus de l'immigration post-coloniale? Delphine ? Alors, merci pour cette question. On a moins traité de cette thématique à la fois dans nos recherches. Il me semble que Elodie en a moins traité également, mais c'est une question effectivement tout à fait intéressante. L'on voit des formes de transformation, des mutations de ce racisme biologique vers un racisme plutôt culturel. Et effectivement, mais les méthodes sont les mêmes, c'est-à-dire que l'on va essentialiser des personnes sur la base d'une couleur de peau, sur la base d'une religion,
population sur la base d'une culture supposée et y attribuer un grand nombre de stéréotypes visant ensuite à les ostraciser. Donc effectivement, les formes du racisme évoluent, mais les conséquences sont les mêmes, celles d'ostraciser, d'inférioriser, puis effectivement de placer certaines personnes en situation d'infériorité. Donc c'est un rejet des corps, effectivement, et des mémoires. Alors, ce qu'il y a d'intéressant aujourd'hui, c'est de voir le décalage. Mais là, on rentre peut-être un peu plus dans une dimension politique que en tant qu'historienne, peut-être je maîtrise un peu moins, ou je m'engage moins sur ce terrain-là. Mais effectivement, ce que l'on repère, c'est une disproportion, un déséquilibre très important entre la considération accordée aux uns et aux autres, notamment dans le cadre de l'islamophobie. On peut la percevoir jusque dans les cadres politiques, notamment dans la façon dont on traite les personnes qui en meurent, les personnes qui ont été tuées dans le cadre d'attaques islamophobes telles que l'an dernier notamment. Donc Abou Bakar Cissé notamment, qui a été tué dans une mosquée. Ça a été un acte islamophobe confirmé. Il n'y a pas eu de minute de silence consacrée à la mort de cette personne, tandis que lorsque un militant fasciste et dont les accointances néo-nazis ont été prouvées, alors certes après la minute de silence, mais donc certains bénéficient effectivement d'une forme de considération à l'Assemblée, d'autres non. Donc il y a effectivement aujourd'hui des formes de hiérarchisation, il me semble, qui perdurent sur la base effectivement des corps ou de ce que l'on considère comme étant plus respectables, des individus plus respectables que d'autres peut-être. Donc sans parler explicitement peut-être de... ce n'est pas que dans le cadre du racisme aujourd'hui que ce type de situation peut être visible, mais effectivement, l'on voit des héritages de ces formes d'exclusion des corps, d'exclusion des uns de la société et de mise en exergue des autres. Une petite digression, mais somme toute qui est en lien direct avec le racisme médical. Quand on parle d'islamophobie, une femme voilée qui vient se traiter à l'hôpital est reçue de façon ultra violente dorénavant. Donc, je pense que c'est aussi un pan important de ce traitement des corps renvoyés au corps d'indigènes. Élodie ? Oui, tout à fait. Dans l'introduction, notamment, on parle en fait de ces phénomènes justement de traitement différentiel qui sont bien connus des patients et patientes eux-mêmes et elles-mêmes, qui se rendent bien évidemment compte de la manière dont les soignants et les soignantes les accueillent, des propos discriminatoires à leur encontre, des jugements également à leur égard. Et on parle de ces effets justement directs de ces discriminations et de ces propos injurieux ou de ces propos justement qui produisent en fait des effets sur les comportements de ces personnes. Et notamment un effet qu'on a identifié, et c'est lié aussi à toute une vague en fait de travaux qui travaillent ces questions de ce qu'on appelle en anglais le medical mistrust, qu'on peut traduire par le fait de ne pas faire confiance à l'équipe soignante, notamment d'éviter, par exemple, d'être au contact de médecins donc majoritairement blancs et de leurs institutions. Et donc, ce qui se passe, c'est que ces patients et patientes vont choisir, en ne faisant plus confiance au personnel soignant ou aux institutions les employant, eh bien de s'auto-exclure de ces institutions médicales, de les éviter, de retarder le traitement, de retarder en fait les interactions potentielles qu'elles auraient avec ces personnels soignants. Et le problème de ça, c'est qu'effectivement, lorsqu'on retarde un traitement ou lorsqu'on cherche à ne pas être en contact avec un personnel soignant, on va aussi retarder le soin. Et donc ça a des conséquences en fait très directes sur les trajectoires sanitaires qui peuvent être différentielles, justement parce que ces personnes vont en fait... alors, il y a aussi des contraintes socio-économiques, bien sûr, de refuser le soin ou d'éviter d'être soigné, mais il y a aussi ces phénomènes d'auto-exclusion
qui sont parfois rapportés dans les enquêtes qualitatives en sociologie, qui mettent bien en valeur le fait que en fait, ces traitements différentiels, ils sont aussi provoqués par toute une série de pratiques et de discours différentiels de la part des soignants. Et donc, juste pour enchaîner sur cette question justement des enquêtes qualitatives en sociologie, nous, ce qu'on a essayé de montrer dans le livre, finalement, c'est qu'on essaie de finir sur une note un peu plus positive en arguant finalement pour une forme de décloisonnement des disciplines, à approfondir le dialogue entre les chercheurs en sciences biologiques et médicales, les professionnels de santé et les chercheurs et les chercheuses en sciences sociales qui travaillent sur les rapports sociaux de race. Parce que ce qu'on voit finalement, et les perspectives assez réjouissantes, c'est que plus il y a de dialogue et plus en fait les personnels soignants s'interrogent sur leurs propres pratiques, et cherchent aussi à déconstruire en fait leurs propres pratiques à la lecture de travaux en sciences sociales ou de dialogue avec des sociologues. Et donc, ce qu'on essaie de montrer en fait, c'est que ces phénomènes justement dont on parlait tout à l'heure de dénigrement des sciences sociales, finalement, ils vont à l'encontre de ces dialogues qui pourraient pourtant être riches au sein des disciplines. Et je pense notamment à des thèmes qui peuvent servir de passerelle, des questions donc qui peuvent et qui très souvent servent de passerelle en fait au personnel soignant pour s'intéresser aux facteurs sociaux et aux déterminants sociaux de santé, qui sont par exemple les questions environnementales. Quand on pense à des maladies comme l'asthme, on voit que l'asthme, finalement, c'est une maladie chronique qui est liée à un certain nombre de déterminants sociaux de santé, le lieu de résidence de la personne, sa proximité avec une usine ou une autoroute, le fait d'être exposé à des émissions toxiques donc, au travail ou sur le lieu de résidence. Ça joue bien sûr sur le diagnostic obtenu par cette personne. Et donc, ce genre de questions passerelles, en fait, permet à un certain nombre de professionnels de santé de s'intéresser, de remettre en question le tout biologique, c'est-à-dire le fait de rechercher des causes des maladies dans des formes innées, en fait, de constitution biologique, et au contraire, d'essayer de chercher, pour expliquer les différences, par exemple, de diagnostic entre populations, de chercher à s'interroger sur les facteurs sociaux, mais aussi sur cette catégorie de race comme construction sociale. Merci. On arrive au point de bascule de votre travail, la question de la valeur des vies. Votre thèse montre que le racisme scientifique n'est pas qu'une théorie de bibliothèque. C'est un outil de disqualification juridique. Quand la science dit qu'un corps est naturellement plus résistant, plus violent ou moins sensible, elle prépare le terrain à l'impunité judiciaire. Je pense par exemple au drame de Jamel Benjabala en 2024 à Dunkerque, écrasé 3 fois par un militant néo-nazi après avoir alerté la police en vain. Malgré les preuves, le mobile raciste est initialement écarté. C'est là que votre livre devient une clé de lecture. Quand la science ou l'expertise suggère qu'un corps est naturellement plus résistant ou que sa mort est une fatalité, elle prépare le terrain à l'impunité. Delphine, tu montres dans le livre comment au XIXe siècle, la médecine légale coloniale et l'anthropologie criminelle, comme chez Lombroso ou Broca, servaient systématiquement à disculper les colons. On prétendait que les indigènes mouraient de causes naturelles ou de leur tempérament pour ne pas punir les violences. Est-ce que cette habitude de chercher dans la biologie des victimes une explication à leur propre malheur n'est pas l'acte de naissance du déni de justice que l'on voit encore aujourd'hui ? Alors, c'est une question très intéressante, en effet. Alors, il me semble qu'il est tout de même peut-être difficile de trouver je ne veux pas faire d'anachronisme non plus. Alors, parce que c'est en histoire, on essaie effectivement de chercher les héritages, les permanences, mais d'éviter toute forme d'anachronisme. Donc, il y a effectivement des liens qui peuvent être établis sur la question de la résistance qui peut se percevoir encore aujourd'hui, que ce soit en médecine ou dans la considération de personnes que l'on considérait comme étant plus violentes ou plus résistantes. Mais il me semble que là, le lien, en tout cas, je ne peux pas tout à fait l'établir, si ce n'est, peut-être qu'Élodie va pouvoir ajouter des éléments, parce que, alors c'est tout l'intérêt peut-être de l'ouvrage, c'est-à-dire qu'on travaille en histoire et en sociologie,
Et nous essayons effectivement de voir ces liens très étroits entre le passé et le présent. Donc, l'on voit au cours du 19e siècle, et peut-être que je laisserai Élodie parler un peu plus du présent, puisque voilà, nos tâches à chacune, c'est plutôt voilà, je m'occupe plutôt de l'histoire et Élodie plutôt du présent et des permanences ou bien des héritages de ce passé colonial. Donc effectivement, ce que l'on perçoit, c'est cette idée de force, de résistance corporelle que l'on attribue à ce que l'on nomme les indigènes. Et l'on va considérer que les corps des personnes identifiées comme blanches, notamment du côté de chez Brocal, on va considérer que les corps sont moins résistants, mais que les esprits sont plus développés. Donc il y a cette idée d'équilibre entre le corps et l'esprit qui s'établit au cours du 19e siècle. La science va valider cette théorie selon laquelle dans certaines populations, le corps serait prédominant. Mais la violence également, le manque de contrôle des émotions, des pulsions, et l'on va attribuer aux personnes blanches notamment des capacités intellectuelles, des capacités de contrôle, de raison plus étayées, plus développées. Et au milieu du XXe siècle, ces études donc disparaissent, on l'a évoqué tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de validité à la notion de race, mais l'idée perdure et l'on va continuer même après cette période à attribuer à certaines populations cette idée de violence ou de force corporelle. Donc ça, c'est effectivement, ce sont des héritages. Après, peut-être que si je peux donner la parole à Élodie pour poursuivre dans le cadre du présent. Voilà, on va le faire. Mais c'est bon pour vous, Delphine? Je sais pas si Élodie veut poursuivre. J'allais aussi lui demander d'intervenir sur cette thématique-là, justement. Donc, Élodie, c'est ici que votre regard sur la psychiatrie et le droit est crucial. Face à des crimes comme celui de Dunkerque que je viens d'évoquer, ou dans le traitement même de l'affaire Naël, assiste-t-on à ce que vous appelez une production de l'ignorance? D'un côté, on refuse de qualifier le racisme malgré l'évidence, et de l'autre, on voit fleurir des cagnottes de la haine, 1,6 million d'euros pour un policier mis en examen, qui valide financièrement la violence. Est-ce que le système n'utilise pas encore aujourd'hui des paravents d'experts pour transformer un crime politique et racial en un simple incident de parcours? Oui, tout à fait. Merci beaucoup pour cette question. Effectivement, il faut revenir à la question de la production, de la construction de l'expertise. Qui sont les experts et qui appelle-t-on par exemple à la barre pour témoigner, pour apporter un avis, voire pour justifier en fait une prise en charge ensuite juridique et pour qualifier le type de comportement. Et là, on peut penser par exemple aux experts psychiatres qui sont très souvent nommés lors de procès pour statuer sur la responsabilité ou l'irresponsabilité des victimes. Et surtout des personnes jugées dans le cadre de crimes et de délits. Alors, ce qui est assez intéressant, c'est la construction de l'expertise. Quand on pense à l'autorité médicale, en fait, on voit que l'autorité médicale a plusieurs fonctions sociales. D'une part, et c'est ce qu'on essaie de montrer dans le livre, c'est à la fois un champ professionnel qui, comme tous les autres champs professionnels, est régulé par des logiques internalistes. Donc, finalement, chez les médecins également, il y a une hiérarchie de structure entre les jeunes générations et les personnes qui sont en position de décisionnaire. Mais la spécificité de l'autorité médicale, c'est aussi que souvent, ce sont des médecins, des psychiatres, donc toutes les spécialités, en fait, qui sont souvent appelés dans le débat public pour statuer, pour donner leur expertise sur les comportements, sur le fonctionnement en fait des corps, et qui sont pris au sérieux dans le cadre de ces expertises. Et ce qui est intéressant aussi, c'est de voir que finalement, lorsqu'on pense notamment aux expertises qu'elles vont livrer sur les comportements, donc là je pense par exemple aux psychiatres, finalement c'est une expertise qui est présentée comme scientifique, comme une autorité, comme le disait Delphine, qui va valider des décisions politiques, par exemple, ou des décisions juridiques, mais c'est aussi une autorité qui classe
Alors nous, dans le livre, on prend un exemple qui est issu des années 1960-1970, que j'avais étudié par ailleurs, qui est l'exemple du rapport Moynihan aux États-Unis, donc qui était un rapport qui a été demandé par le pouvoir politique fédéral à l'époque pour comprendre en fait les racines de ce qui était vu comme la surreprésentation en fait des activités criminelles dans les quartiers urbains par des jeunes majoritairement racisés. Et en fait, Moynihan, ce qui est intéressant, c'est que c'est donc un conseiller de l'administration Johnson qui va travailler à ce rapport pour essayer de livrer un certain nombre de recommandations, mais aussi de clés de lecture à ce problème social qui était défini comme les violences urbaines. Il va se tourner en fait non pas vers des sociologues, non pas vers des anthropologues, mais vers des psychiatres. Il va leur donner la parole et ces psychiatres vont travailler par exemple la question dans les quartiers de la surreprésentation de foyers dans lesquels la figure maternelle, la mère est surprésente en fait, les pères ne sont pas là. Et donc, les psychiatres vont apporter un certain nombre de réflexions, mais vraiment d'ordre très internaliste, en fait, pour expliquer les racines des problèmes sociaux. Ils ne vont absolument pas, par exemple, parler des taux de chômage, parler des causes plus socio-économiques, plus structurelles, pour comprendre aussi ces comportements. Et donc là, on voit bien, en fait, comment l'expertise, c'est un travail qui en fait produit aussi une certaine lecture, mais qui produit finalement des problèmes publics qui ensuite sont relayés dans les médias, donc pas seulement dans les arcanes juridiques, mais qui ensuite ont un effet très fort dans la structuration de discours dans la société en général. Et donc, c'est aussi ce qu'on voit finalement tout au long du XXe siècle, c'est-à-dire que l'expertise et l'autorité médicale est très souvent mise en relief, y compris pour parler de problèmes de société par rapport à l'autorité scientifique des chercheurs, par exemple, en sciences sociales et sciences humaines, qui certes sont parfois invités sur les plateaux de télé, mais quand même sont déconsidérés plutôt comme en fait des spécialistes d'une science molle qui manquerait de scientificité. Et donc ça, forcément, ça structure énormément les discours qui peuvent être échafaudés sur les questions des causalités, notamment biologiques ou sociales, des comportements et des maladies. Finalement, n'est-ce pas la preuve que nous vivons encore sous l'empire de cette asymétrie des corps? Une vie blanche bénéficie d'une protection scientifique et judiciaire, tandis qu'une vie racisée est immédiatement pathologisée ou disqualifiée. Est-ce que la science n'est pas devenue, au fil des siècles, le bras armé de cette impunité? Delphine? Oui, alors tout à fait. Ce que l'on repère dès le XVIIIe siècle, c'est le développement des sciences qui deviennent une nouvelle source de savoir, un nouveau régime de vérité qui, progressivement, cela va se percevoir plutôt dans le siècle suivant, les politiques vont s'attacher à trouver des réponses dans les écrits, dans les théories des scientifiques et s'affranchir progressivement des thèses religieuses. Donc, au cours des XVIIIe et XIXe siècle, la science donc se substitue à la religion comme source du savoir et les politiques vont effectivement s'allier aux scientifiques pour trouver des réponses et des solutions aux problèmes sociaux. Donc, malgré les distances peut-être prises depuis cette époque, notamment depuis le XIXe siècle, entre les cercles politiques et les cercles scientifiques, il y a effectivement des savoirs qui se sont construits, et on en a parlé tout à l'heure, et dont aujourd'hui notre inconscient collectif a du mal à se détacher, et il y a certainement effectivement encore de nombreux héritages aujourd'hui de cette pensée colonialiste et raciste qui a attribué certaines positions à
certains corps, certaines populations, et d'autres positions inférieures à d'autres. Donc aujourd'hui, ce n'est plus tout à fait dans cette science-là qu'il puise, puisqu'il n'y a plus de véritable science des races humaines. Il y a encore effectivement des études, des scientifiques qui cherchent à se rattacher à la biologie pour déterminer cette idée selon laquelle il existerait des races et des races donc supérieures à d'autres. Donc il y a des scientifiques aujourd'hui qui continuent à chercher notamment dans la génétique ce type d'explication, mais les politiques ne rejoignent pas ces cercles-là ou ces scientifiques-là, c'est-à-dire qu'ils se voient, eux, ostracisés de leur communauté universitaire, mais ils vont parler par contre aux suprémacistes blancs, ils vont avoir un impact sur les réseaux sociaux et servir à certains politiques. Donald Trump, par contre, ne se cache pas de ses proximités avec les suprémacistes blancs, mais en Europe c'est encore différent, et en France notamment, ces proximités avec ces cercles scientifiques qui recherchent dans le biologique la marque de la race ne sont pas explicites. En revanche, ce qui est perceptible, c'est ces hiérarchies qui perdurent aujourd'hui, ces discriminations racistes qui perdurent dans différents domaines de la société, que ce soit dans le domaine de l'emploi, dans l'accès au logement. Aujourd'hui, il y a de plus en plus d'études qui permettent de mettre en lumière ces discriminations ces discriminations évidentes, donc dans différents domaines, dans le domaine de la justice également. On a parlé des violences policières tout à l'heure. Donc effectivement, et bien sûr le domaine de la santé qui nous préoccupe un peu plus dans le sens où on est un peu plus experte de ce sujet, mais dans différents domaines de la société, ces discriminations racistes perdurent et montrent que l'on ne va plus chercher immédiatement dans la science aujourd'hui ce type de réponse, mais la science a contribué à façonner ce type de réflexion, de pensée et d'actes racistes. Élodie, pour conclure justement, aujourd'hui on psychiatrise ou on biologise les victimes pour éviter de parler de crimes racistes. Oui, tout à fait. On cherche à parler en fait on part d'une forme de réflexion sur, par exemple, la responsabilité individuelle, plus qu'aller chercher justement dans des causes structurelles, des causes sociales. Je pense que c'est effectivement lié à ce qu'on disait tout à l'heure sur le fait que lire des phénomènes sociaux en s'intéressant à des facteurs macro-sociaux, ça demande du temps, ça demande de la recherche, ça demande justement de s'intéresser peut-être sur le temps long à des phénomènes structurels, et ça c'est le travail des sociologues, des anthropologues, des géographes, de tous les chercheurs et chercheurs en sciences sociales. Et très souvent on voit en fait des glissements vers une forme aussi de simplification des arguments. Et là, je pense notamment à ce que le sociologue Sébastien Lemaire mettait très bien en valeur en étudiant en fait la diffusion, la dissémination de ce qu'il appelle la biologisation du social dans les médias, via notamment les canaux de vulgarisation scientifique. Lui, ce qu'il voit, c'est qu'il y a effectivement par exemple, des arcanes de vulgarisation scientifique, beaucoup plus souvent la place qui est donnée en fait à des arguments assez sensationnalistes qui viennent parler de formes de biologisme, alors que finalement des facteurs sociaux pourraient aussi être disséqués, pourraient être donner lieu à des articles très intéressants de sociologues et d'anthropologues pour expliquer les mêmes causes et surtout les mêmes, par exemple dans le domaine de la santé, la question des maladies environnementales, leur expertise pourrait tout à fait être intéressante. Et donc, ce qu'on voit finalement, c'est que ces formes de biologisme aussi, elles consacrent des formes de prise de position qui sont des lectures très individualistes, notamment pour parler des comportements, plutôt que effectivement des causes plus sociales. Et donc, encore une fois, se joue, là on parle beaucoup de la santé, de la médecine et de la biologie, mais finalement, ces phénomènes sont aussi nourris finalement par des phénomènes plus structurels dans la manière dont les savoirs sont produits et disséminés dans nos sociétés, ou dans le type de plateforme et de discours qui peuvent être mis en relief, notamment dans la politique, mais aussi dans les médias qui sont les grands canaux quand même de diffusion des savoirs aujourd'hui.
Une phrase de conclusion, Delphine? Oui, alors j'y reviens souvent peut-être à cette référence, mais Frantz Fanon, Peau noire et masque blanc, écrit en 1952, a une actualité aujourd'hui majeure. Alors justement, on fêtait l'an dernier les 100 ans de sa naissance et de nombreuses études ont été menées, de nombreux travaux, de nombreuses conférences autour de ce centenaire. Et voilà, dans la lignée de Frantz Fanon, il faudrait, comme il l'évoquait déjà au milieu du XXe siècle, sortir de ces cadres enfermants, de cette aliénation des individus dans la couleur de peau ou dans des cadres dans lesquels on les a placés pour enfin libérer intégralement les individus et les sociétés de ces cadres qui ont été érigés pendant la colonisation. Élodie, une phrase de conclusion? Oui, alors on a parlé tout à l'heure de la sociologue Colette Guillaumin, qui est une autrice absolument pionnière en France pour penser les rapports sociaux de race. Je pense également à deux autres sociologues. La première, Véronique de Ruder, qui est une autrice qui a beaucoup travaillé sur les catégorisations raciales et qui rappelle dans son travail que les catégorisations ne sont jamais neutres et appelle toujours à la hiérarchisation des groupes entre eux. Et lorsqu'on pense notamment à des catégorisations qui peuvent être pensées comme simplement une entreprise de différenciation et non de hiérarchisation, mais il faut rappeler qu'en fait, les groupes ethno-raciaux minoritaires en fait, sont toujours définis par la négative par rapport à leur norme blanche, notamment. Et une autre citation de Ruth Wilson Gilmore, qui est une sociologue américaine, qui parle du fait que finalement le racisme, c'est la production d'externalités différenciées, donc de vulnérabilités différenciées entre les corps, entre les personnes. Et dans le livre, on veut montrer justement finalement que cette définition du racisme s'applique très très bien à notre domaine d'expertise qui est la santé et la production de discours en médecine, puisqu'on voit bien comment le racisme et surtout la catégorie de race, même si elle n'a pas de matérialité biologique, produit des effets sociaux très concrets et des effets sur les corps des patients et des patientes traités par l'autorité médicale. On dit d'un fleuve emportant tout sur son passage qu'il est violent, disait Brecht. Mais on ne dit jamais rien de la violence des rives qu'il en sert. Votre livre appelle à une conception exigeante de la race comme construction sociale. Est-ce que la première étape pour guérir la France de son racisme ne serait pas d'abord d'accepter de regarder son reflet dans le miroir de son passé médical et colonial? Pour conclure, Delphine, Élodie? Oui, tout à fait. Il faudrait regarder son passé colonial en face, regarder les discriminations qui ont eu lieu dans le passé, mais aussi aujourd'hui, comprendre ses héritages. Et pour cela, je pense, développer les formations, l'enseignement de la genèse de tous ces stéréotypes et de toutes ces pensées et de ces croyances qui ont aujourd'hui de véritables répercussions concrètes sur les corps. Donc, revenir à cet enseignement pour comprendre la genèse des stéréotypes racistes actuels et des discriminations qui en découlent. Élodie, un complément? Ce que disait Delphine me paraissait très bien. Effectivement, la formation, le recrutement aussi de personnes racisées dans ces instances qui pourraient apporter des clés de lecture sur leur propre expérience au sein de ces champs et également des formations qui non seulement reviennent effectivement sur la genèse de ces stéréotypes, de ces biais qui influent toujours sur les pratiques et les discours, mais aussi, comme on l'a rappelé, des formations qui pourquoi pas permettrait à des historiens, historiennes, sociologues de venir intervenir et de proposer des clés de lecture pour justement amener ces conceptions de la race comme construction sociale dans le champ médical de manière un peu plus importante. Merci Delphine Peretti-Cortis, merci Élodie Edwards-Crousty. Je rappelle le titre de votre ouvrage, Le racisme scientifique et médical, aux éditions PUF, une lecture indispensable pour comprendre que si la race n'existe pas biologiquement, ses effets, eux, continuent de tuer. Merci infiniment. Merci. Je vous en prie. Quant à vous, pour soutenir une information qui décortique les structures de pouvoir, abonnez-vous et partagez cette émission. À très bientôt. Prenez soin de vous. Merci beaucoup à toutes les deux. Au revoir, au plaisir d'échanger à nouveau. Merci, au revoir, au plaisir. Merci, au revoir.
Au revoir.